Donc, bonjour à tous. Bienvenue donc à ce webinaire. Donc, nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux à vous intéresser aux troubles du spectre de l'autisme dans le cadre de la vie professionnelle. Donc, les spectateurs continuent de se connecter, mais voilà, pour essayer de rester dans les temps, je vous propose tout de suite de commencer. Donc, ce matin, donc, la première partie de ce matin sera ouverte par Madame Patricia Génard de la MDPH de l'Aisne. Puis, nous aurons une intervention de Madame Thibault de la Direct et de Monsieur Guénier de l'ARS. Et enfin, nous aurons une présentation du Centre Source Autisme par Monsieur Klepp et Madame Carpentier. Donc, il y a un chat que vous avez à disposition. N'hésitez pas à réagir, poser vos questions et nous y reviendrons à la fin de chaque intervention. Voilà. Donc, Madame Génard, je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez quelque chose à partager ou pas? Non, je vais m'en tenir à une introduction courte pour laisser la place aux échanges, aux questions. Donc, tout d'abord, je voulais saluer l'ensemble des participants dans une configuration très particulière. Donc, c'est assez frustrant parce que on ne vous voit pas tous, mais je pense que cette technologie va quand même néanmoins favoriser les échanges. Donc, moi, je suis Patricia Génard, je suis directrice de l'autonomie et de la MDPH de l'Aisne et je suis ravie de pouvoir introduire cette journée. Alors, pourquoi nous sommes impliqués dans l'organisation de cette journée? Force est de constater que le taux d'emploi des personnes souffrant d'un trouble du spectre de l'autisme est un des plus bas parmi les personnes en situation de handicap. Ainsi, on a pu relever qu'en 2014, donc on est sur des données un peu anciennes, mais je crains que les choses n'aient pas évolué beaucoup. En 2014, entre 76 et 90% d'entre eux étaient au chômage à l'échelle européenne. Or, ce que l'on constate dans les situations que l'on peut suivre aussi du côté de la MDPH, ce sont souvent des personnes qui sont les plus motivées dans la recherche d'un emploi. On peut donc déplorer que la majorité d'entre eux restent dépendants de leur famille alors qu'ils aspirent à une réelle autonomie. Les travailleurs handicapés adultes sont souvent à temps partiel et accueillis dans le milieu protégé sans prise en compte de leur souhait d'une inclusion dans le milieu ordinaire. Donc, des témoignages, des interventions pourront nous conforter dans cette idée ou pas. Et on sera particulièrement heureux au cours de cette journée de pouvoir recueillir le témoignage de Monsieur Boucher. Je suis également satisfaite de pouvoir introduire cette journée de partage au nom de la MDPH, puisque la MDPH se place ainsi pleinement dans son rôle d'assemblier. Mais cet événement n'aurait pas été possible sans la persévérance de Monsieur Pasquier, qui nous a sollicité il y a un petit peu plus de 2 ans, et l'engagement d'Apradis dans l'organisation auprès de Claire Litière, qui est parmi nous en qualité de chef du service développement et ingénierie de parcours. Ainsi, on a, après plusieurs séances d'organisation autour d'un COPIL que l'on a dénommé COPIL Journée Autisme, on a voulu, avec l'appui précieux du CRA, qui interviendra tout à l'heure, de l'ARS, M. Guénier, de la Direct, je crois que c'est Mme Thibault qui est là, de Cap Emploi, de Pôle Emploi qui interviendront cet après-midi, et rejoint par le GADES, qui représente aussi, par l'intermédiaire de M. Hyacinthe, qui est président du groupement actionné des directeurs des établissements médico-sociaux du département de l'Aisne, le GADES qui représente la volonté des établissements à s'inscrire dans la démarche. Et on a tenu bon pour organiser cet événement relatif à l'autisme et l'emploi dans l'Aisne. Alors, événement, comme je le disais, adapté à la crise sanitaire. C'est par hasard si on a voulu aussi l'inscrire dans la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et j'espère que l'on pourra accueillir peut-être une autre édition de cette journée ou d'autres événements autour du même thème dans les locaux de la nouvelle MDPH, locaux dans lesquels nous sommes installés depuis le 9 novembre et où on espérait pouvoir vous accueillir puisque nous disposons d'une grande salle de 200 mètres carrés, donc on espère que c'est partie remise.
Voilà, donc il nous est apparu évident, ainsi qu'à l'ensemble de mes collaborateurs, hein, de développer les relations avec le réseau, avec les partenaires et ce que l'on attend aussi de cette journée côté MDPH au service des personnes en situation de handicap, c'est que cette journée soit riche d'enseignements et de partage à venir. Et puis, je remercie aussi la mobilisation du Centre lillois de réadaptation professionnelle, donc le CLRP, qui interviendra cet après-midi et dire que du coup, on a pu aussi ouvrir au-delà des frontières axonaises. Voilà, je vous remercie de votre attention et je souhaite une très bonne journée à tous autour de cette thématique de l'emploi des personnes autistes. Très bien. Merci, Madame Génard, pour votre introduction. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Guénier et Madame Thibault dans l'ordre que vous voulez. Donc, je vais réactiver vos micros et vos caméras. Bonjour à toutes et à tous, Véronique Thibault, donc on s'est calé avec Mathieu pour l'intervention, donc en tout cas merci Madame Génard pour votre invitation et donc la participation des services de l'État à cette journée fort importante sur la thématique de l'autisme. Donc en quelques mots, pour que tout le monde soit bien en phase sur ce qui est porté par l'État, à la fois au niveau national et régional, sur le champ du handicap, de façon beaucoup plus généraliste, il y a eu une convention nationale multipartite pour l'emploi des personnes en situation de handicap qui a été signée maintenant il y a 4 ans et pour lequel un renouvellement est attendu, qui permet effectivement d'aborder l'ensemble des différentes phases d'une personne en situation de handicap, que ce soit effectivement dans le milieu familial, dans la sécurisation du milieu médico-social dit vers le milieu dit ordinaire, vers l'accès à l'emploi, l'orientation à la formation, et puis tout au long du parcours, le maintien dans les différentes étapes. Alors particulièrement sur l'autisme, il faut savoir que dans l'élaboration du 4e plan autisme qui a été signé pour la période de 2018 en 2022, il y a eu 3 régions qui ont été désignées expérimentales justement sur le volet intégration professionnelle, donc les Hauts-de-France, la Bretagne et la Martinique. C'était effectivement une grande première, entre guillemets, que dans ce plan autisme, dans ce 4e plan, puisse figurer une mesure fort importante concernant l'insertion des personnes présentant ces caractéristiques dans le milieu professionnel. Donc, ce plan autisme, donc 5 engagements et 20 mesures, et une mesure importante qui nous réunit notamment ce matin concerne la mesure 15 qui insérait les personnes en milieu professionnel avec 2 orientations qui est doubler les crédits de l'emploi accompagné pour conforter l'insertion des personnes en milieu professionnel. Ce point-là, c'est Mathieu qui évoquera le déploiement en région sur l'emploi accompagné. Et puis également renforcer le développement des dispositifs ESAC hors les murs pour soutenir la mise en situation professionnelle en milieu ordinaire et l'accès à l'emploi des personnes. C'est les deux mesures clés, en tout cas sur le volet emploi et insertion et intégration professionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre du déploiement de ces mesures sont portées par le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés autour de 3 moments importants de la vie d'une personne en situation de handicap, quelle que soit sa différence. Donc, le premier moment qui est l'entrée dans la vie active pour le jeune en situation de handicap. Et c'est dans ce cadre-là que l'ARS mène des travaux à nos côtés concernant cette sécurisation, cette mise en place de passerelles entre le milieu médico-social et le milieu dit ordinaire. On a un deuxième temps qui concerne tout ce qui est orientation, formation, recherche d'emploi. Donc c'est un sujet d'acculturation, de connaissance du handicap, de démythification, de rassurer. Donc dans ce cadre-là, on a pu mener avec M. Basquier, par l'association Agir ABC, cette première opération qu'on a qualifiée les facilitateurs d'insertion, l'objectif étant de dire voilà, sur un territoire donné, chaque acteur à un moment donné va agir et doit interagir pour sécuriser au mieux le parcours de la personne en situation de handicap. Et donc il y a eu un gros travail de fait par l'association justement pour
acculturer, sensibiliser, informer, et est aussi à l'origine de cette journée. Et puis le troisième moment clé, un moment aussi très important, qui est effectivement le maintien dans l'emploi et éviter la désinsertion professionnelle. Et là, on a un travail important avec le pôle travail de la Directe sur une commission maintien qui est commune avec le plan régional santé et travail. Voilà, donc l'État, effectivement, sur le volet spécifique autisme, c'est une grande première, hein, puisqu'on a l'habitude, on avait comme objectif principal de faciliter, d'acculturer sur le champ du handicap. Et c'est vrai que sur la dimension de l'autisme, ça nous a permis d'approfondir un travail partenarial qui était déjà présent et riche, mais de le consolider sur les différentes étapes du parcours. Voilà. Et un des outils, on a bien vu l'action facilitateur de l'insertion et puis effectivement la mise en œuvre du dispositif accompagné. Voilà. Mathieu, je ne sais pas si vous souhaitez enchaîner sur... Oui, oui, oui. Je ne sais pas si... Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Oui, on vous entend bien, Monsieur Guigné. Alors, je vais enchaîner peut-être en remerciant effectivement la MDPH pour l'organisation de cette journée et qui nous permet de mesurer tout le panel d'institutionnels et autres autour de ce sujet de l'insertion professionnelle et de l'autisme de manière générale. En préambule, peut-être, j'aurais voulu un peu peut-être replacer l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap souffrant de troubles du spectre autistique dans un contexte un peu plus global au bénéfice de ces personnes. J'aurais peut-être évoqué un écosystème un peu global avec plusieurs axes qui permettent de faciliter l'insertion de manière générale, l'insertion dans la cité avec un volet habitat où effectivement il y a tout un travail avec les départements et avec d'autres acteurs qui ne sont pas présents aujourd'hui sur les développements de modes d'habitat inclusif au bénéfice des personnes en situation de handicap, dont les TSA. Un axe vie sociale, familiale et culturelle qui est également facilitant pour l'insertion professionnelle et l'axe emploi qui nous anime tout particulièrement aujourd'hui. Peut-être aussi sortir des choses un peu classiques qu'on peut entendre et puis travailler dans une logique de parcours de vie de la personne, essayer de ne pas séquencer les temps dans la vie de la personne. Dire aussi, mais Madame Thibault en a parlé, que le PRITH s'inscrit dans cette logique de parcours en s'appuyant sur des périodes charnières. Ce qui intéresse tout particulièrement l'ARS, c'est le basculement vers l'âge adulte, avec le risque de rupture de parcours entre, je dirais, le temps de prise en charge en établissement social et médico-social, et puis le basculement vers le monde professionnel. D'où l'intérêt de travailler sur l'articulation, cette question de passerelle entre ces deux mondes qui sont pas opposés, qui ne sont pas antinomiques, mais qui doivent être connectés et raccordés. Donc, dans le cadre du PRITH, l'ARS anime un groupe de travail sur, je dirais, ce raccordement entre ces deux mondes avec deux axes de travail, un axe sur l'outillage, les besoins des personnes en situation de handicap et des professionnels du service public de l'emploi et du médico-social pour travailler au maintien d'un lien entre les personnes et le monde médico-social et le monde du service public de l'emploi afin de faciliter l'insertion professionnelle et je dirais et d'assurer un suivi de ces personnes. Et un axe que l'on veut beaucoup plus opérationnel qui serait de suivre des cohortes de jeunes afin, par anticipation de leur sortie du monde médico-social, de les orienter vers un professionnel du service public de l'emploi pour les amener, je dirais, vers et dans l'emploi, selon la terminologie de l'emploi accompagné. Je citerai deux exemples ou deux leviers pour faciliter cette insertion. Alors, les travaux des
des CRP CPE autour de la réadaptation professionnelle et la formation accompagnée. Les travaux notamment à l'échelon du département de l'Aisne avec une plateforme d'insertion professionnelle qui va voir le jour, qui sera portée par l'EPNAC, sauf erreur de ma part, qui est en cours. Et puis l'emploi accompagné, donc, qui sera plus évoqué dans le détail cet après-midi, accompagnement vers et dans l'emploi des personnes en situation de handicap, avec une volonté nationale d'augmenter, je dirais, de manière significative le nombre de personnes accompagnées. On a eu un déploiement au niveau régional qui s'est fait en 2 temps, eu égard aussi aux dotations qu'on avait au niveau de l'Agence régionale de santé et de l'AGFIP. Donc, on a déployé fin 2017 l'emploi accompagné dans le Nord et l'Oise, et fin 2019 sur les 3 autres départements, dont l'Aisne, le Pas-de-Calais et la Somme, avec des moyens relativement modestes la première année et des moyens qui ont été très développés au niveau de la deuxième année. Ces moyens supplémentaires qui sont en lien avec la stratégie nationale autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, qui nous a fait, je dirais, changer de braquet et puis accompagner beaucoup plus de personnes dans le cadre de l'emploi accompagné, avec une attention toute particulière aux personnes autistes. Toujours dans les bonnes nouvelles sur l'augmentation des moyens, on devrait avoir des moyens supplémentaires en début 2021 dans le cadre du plan de relance en lien avec la crise Covid, relance de l'économie. Donc, encore une évolution des moyens qui sera importante, et également des moyens aussi qu'on devrait avoir pour étendre le recours à l'emploi accompagné directement via le service public de l'emploi. Donc, on est sur une amplification du recours à l'emploi accompagné et une augmentation, je dirais, des médias de prescription d'emploi accompagné. Donc, je dirais que tout ça va dans le bon sens, et je pense que le maître mot de tout ça, c'est l'articulation entre les acteurs et la volonté qu'on a conjointement de faire avancer ce sujet, je dirais, qui est aux frontières des compétences de l'insertion professionnelle de l'ARS, puisqu'on est plus sur le médico-social, et si on est dans une logique d'anticipation pour des publics qui ne sont pas encore dans le monde du service public de l'emploi. Donc, essayons de dépasser ces clivages de frontières au bénéfice des personnes. J'en ai terminé sur cette introduction, et je pense qu'on peut répondre aux questions s'il y en a. Oui, merci Madame Thibault, merci Monsieur Guénier pour vos interventions. Si vous avez, pour l'instant, il n'y a pas de questions qui sont apparues. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, ou on pourra aussi y revenir après l'intervention du Centre Source Autisme. Voilà. Donc, je vous propose de continuer ce webinaire avec l'intervention du Centre Source Autisme. Donc, Monsieur Klepp et Madame Carpentier qui vont se présenter. Voilà. Je vais aller donner un petit appui technique. Bonjour à tous. C'est bon, alors j'espère que vous m'entendez bien et que le micro permet une bonne écoute.
Donc là, on a eu un petit soutien technique pour que vous puissiez voir aussi la présentation PowerPoint qu'on a pensée pour vous parler un peu des troubles du spectre de l'autisme. Donc moi, je suis Madame Carpentier, je suis psychologue au Centre de ressources autisme d'Amiens. Et puis mon collègue Monsieur Klepp qui interviendra tout à l'heure, qui est éducateur spécialisé au Centre de ressources autisme aussi à Amiens. Et nous sommes aussi sur l'équipe adulte et donc nous nous occupons de la prise en charge au niveau du Centre de ressources autisme pour les personnes adultes avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc du coup, on nous a fait une requête pour cette journée-là. On nous a demandé de faire une introduction sur le trouble du spectre de l'autisme. Donc, on va essayer de faire une introduction assez rapide et synthétique, mais tout en vous permettant de mieux vous représenter ce que c'est que le trouble du spectre de l'autisme, quelles conséquences ça va avoir sur le quotidien pour ces personnes-là. Et puis, surtout pour la question de l'insertion professionnelle, le maintien dans l'emploi, et puis même un peu en amont, la question de la formation. Donc, moi, je vais, sur un plan assez théorique, vous parler de l'autisme. Alors, et donc pour vous en parler, on va démarrer par un peu une représentation de ce qu'on est de l'autisme, parce que ce qui est assez difficile quand on doit faire une présentation synthétique, c'est qu'il faut pouvoir parler de tous les autismes qui existent, parce qu'on parle bien d'un trouble, d'un handicap qui est pluriel. Donc là, je vous ai montrer quelques représentations qu'on peut avoir et qu'on peut trouver dans les films ou dans les séries qui nous montrent à quel point voilà, l'autisme peut s'exprimer de façon très différente et très variable et qu'il y a bien des autismes et pas un autisme. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a voilà, des diversités qui sont assez différentes. Donc, j'ai pris comme exemple, on a la représentation de la personne assez... qui a des compétences intellectuelles un peu hors normes qu'on retrouve dans la série Good Doctor ou Big Bang Theory, avec des personnes qui ont une mémoire extraordinaire, qui sont des brillants scientifiques, qui sont reconnus pour leurs extraordinaires compétences. On a Redman, par exemple, qui dans un autre genre a des compétences extrêmement importantes, mais qui ne lui servent pas finalement dans son quotidien parce qu'il est complètement dépendant de l'aide de l'autre pour pouvoir vivre, puisqu'il n'y a pas d'autonomie qui soit possible. Et puis dans une autre variation, avec un autisme beaucoup plus sévère, on a, là j'ai mis une image du film Hors Norme, qui est un des derniers films qui est sorti et qui parlait justement de l'autisme, où en noir et blanc, on a une image du film L'enfant sauvage de Truffaut, avec ce petit Victor qui est un enfant retrouvé dans les bois et qui présente en fait une clinique du trouble du spectre de l'autisme et qui voilà, sont dans des formes beaucoup plus sévères avec pas de langage, une déficience intellectuelle qui peut être associée et du coup une clinique encore plus marquée. Ça marche pas comme ça. Et puis aussi, là on en a entendu parler un peu ce matin, il y a plein de mots qui véhiculent la question de l'autisme. On parle d'autisme, on parle de trouble du spectre de l'autisme, on parle de trouble envahissant du développement, on parle de trouble du neurodéveloppement, on parle de syndrome d'Asperger. Donc c'est plein de mots comme ça qu'on entend, avec lesquels on n'a pas forcément de représentation et du coup qui rendent un peu certaines fois confuses les choses et qui font qu'on n'arrive pas toujours à pouvoir correctement se représenter ce que c'est qu'un trouble du spectre de l'autisme. Donc, l'idée, ça va être un peu de faire le point sur ces différents aspects. Alors, si on reprend deux petits points au niveau de l'histoire pour essayer de mettre l'autisme sur la chronologie du temps, la première fois qu'on entend parler de l'autisme, c'est en 1943, c'est avec Léo Kanner. On parle d'ailleurs d'autisme de Kanner, c'est l'une des premières formes qui a été remarquée. Avec une tendance à l'isolement et un besoin d'immuabilité, un retard de langage. C'est vraiment la forme la plus sévère de l'autisme qu'on connaît, avec des stéréotypes motrices, des balancements, pas de langage, pas de communication possible, et un enfant vraiment dans voilà, qu'on appelle la bulle en règle générale, dans sa bulle, qui n'entre pas en relation avec l'autre. Et puis un peu plus tard, en 1981, on a Lorna Wing, qui est une psychiatre britannique, qui va remettre au goût du jour les travaux de Hans Asperger, qui datait de 1943 à l'époque, et qui parle une nouvelle forme d'autisme, un autisme sans retard de langage. Et là, on va parler du fameux syndrome d'Asperger. Elle va aussi beaucoup travailler, elle va avoir sa carrière qui va se porter sur l'autisme, et elle va être l'une des premières qui va parler des fameux symptômes de la triade autistique. Donc,
les 3 symptômes qui vont être repérés pour pouvoir poser le diagnostic de l'autisme. Et elle va aussi évoquer pour la première fois la dimension du spectre de l'autisme et l'origine neurodéveloppementale. Et là, on est entre les années 80 et les années 2000. Et maintenant, c'est vrai qu'on va parler d'un trouble du neurodéveloppement pour l'autisme, on va parler d'une dimension de spectre et on va réfléchir aux critères sous forme de triade puis de dyade. Donc l'autisme, oui, c'est un trouble du neurodéveloppement. Alors qu'est-ce que c'est qu'un trouble du neurodéveloppement? C'est un ensemble d'anomalies de structure ou de fonctionnement cérébral qui survient sur un cerveau en développement. Alors plus synthétiquement raconté, c'est le fait qu'il n'y a pas d'accident de parcours au niveau de l'autisme, il n'y a pas d'un moment inopiné qui fait que quelque chose, qu'on va avoir un autisme. C'est vraiment une expression, une construction atypique développementale et neurologique du tout petit vers une expression d'autisme. Voilà, donc c'est bien quelque chose sur un continuum de temps, sur une construction atypique, un développement atypique neuronal qui va créer l'autisme et pas un accident comme ça qui fait irruption. C'est aussi et c'est surtout un diagnostic qui est médical, donc posé par un médecin, mais qui va nécessiter une évaluation pluridisciplinaire. On va avoir besoin de plusieurs regards et de plusieurs professions et donc de plusieurs regards professionnels pour pouvoir poser un diagnostic d'autisme. À ce jour, il n'y a pas encore d'origine qui est reconnue. Il n'y a pas de relation affective. On a mis de côté la responsabilité parentale concernant le diagnostic d'autisme. Il n'y a pas non plus d'origine sociale, ça touche tout le monde. Il n'y a pas non plus d'origine alimentaire, de régime reconnu qui favoriserait l'autisme. On a pour le moment des recherches portées qui sont sur la génétique et on a repéré certains gènes comme le CHANK, qui est le gène le plus connu, mais qui ne sont pour autant pas exclusifs dans l'expression du TSH chez la personne qui possède ce gène. C'est-à-dire qu'on sait que des gènes sont influents dans l'expression de l'autisme, mais ce n'est pas parce qu'on a ce gène-là dans le karyotype qu'on va forcément être autiste ou développer un autisme. Donc là, on a cette fameuse image de cette linéarité au niveau du trouble du spectre de l'autisme, avec tout au bout de cette flèche le neurotypique. Donc la personne neurotypique, c'est la personne qui ne présente pas de trouble du spectre de l'autisme. C'est d'ailleurs les autistes qui ont inventé cette terminologie-là pour décrire les personnes qui ne sont pas porteurs du trouble du spectre de l'autisme. Et donc, on va avoir différents degrés de définition de l'autisme. L'autisme léger, qu'on va reconnaître du coup dans la formule et dans l'expression du syndrome d'Asperger, avec pas de retard de langage, pas de déficience intellectuelle, mais des particularités sensorielles, des particularités sur le plan de la relation et des émotions. Mais voilà, une personne qui est capable d'accéder aux apprentissages scolaires, qui est capable d'entrer en formation, qui est capable d'avoir un travail, mais qui va avoir ces atypicités, ces bizarreries, on va dire, sur le plan relationnel, qui vont le mettre en difficulté dans le quotidien. Et puis, de l'autre côté de cette flèche, qui du coup se décale un peu du développement typique, on va avoir l'autisme classique sans déficience intellectuelle. Un DI, c'est déficience intellectuelle, où là, il va y avoir, sans la déficience, pour autant, des difficultés au niveau de la communication, des difficultés au niveau des interactions sociales et des difficultés et des comportements stéréotypés à intérêt restreint. Et puis après, il y a l'autisme encore plus sévère, avec là, pour le coup, associé une déficience intellectuelle. Donc, des retards au niveau des acquisitions du développement. Alors, les signes diagnostiques dans les TSA, maintenant, on parle d'une dyade. C'est-à-dire que la triade, c'était à l'époque de ce qu'on appelait avant les troubles envahissants du développement. Donc, trouble envahissant du développement, trouble du spectre de l'autisme, c'est la même chose, à ceci près que le trouble envahissant du développement est dans la classification internationale des maladies françaises et répond à cette triade autistique, donc les 3 symptômes qui est altération de la communication, altération des relations sociales et comportement stéréotypé à intérêt restreint. Et maintenant, on se réfère au DSM-5, donc à la classification américaine, où il y a maintenant 2 symptômes repérés pour le diagnostic de l'autisme. Le déficit persistant de la communication et des interactions sociales. Donc là, on a bien la fusion des 2 premiers symptômes du trouble envahissant des développements de la CIM-10 et les caractères restreints et répétitifs des comportements, des intérêts
Et je ne vois pas le bout de ma phrase sur la version qui est face à moi. Enfin, en tout cas, les intérêts restreints et les comportements répétitifs, qui restent le deuxième signe clinique repéré. Souvent, quand on parle de l'autisme, et en particulier chez les personnes qui entrent au niveau de l'emploi, en tout cas dans le milieu ordinaire, on parle d'un handicap invisible. Donc là, on parle d'autisme léger, avec cette fameuse métaphore de l'iceberg qui fait qu'une personne qui a eu le même parcours que nous sur le plan de la formation, le même parcours scolaire, qui a eu le même diplôme et qui va avoir un travail qui ne montre pas comme ça de particularité visible. Pour autant, il y a quand même de grandes difficultés et une grande souffrance du coup, parce qu'il va falloir pour cette personne-là qu'elle arrive à compenser toutes les difficultés. Et quand on parle des difficultés, on parle de ce qu'il y a sous l'iceberg, du coup sous l'eau, et qu'on ne voit pas et qui prennent une place beaucoup plus importante. Alors, si on prend la diade autistique, on va avoir ce premier signe clinique qui va être l'altération sur la communication et les interactions sociales. Dedans, il y a plein de signes cliniques qui sont ici là représentés dans ces petites bulles. Donc, on va avoir des difficultés au niveau de la communication, un langage un peu particulier, un regard qui ne va pas forcément se maintenir dans la relation ou on va parler d'un regard fuyant. Donc là, on va faire quelques focus sur certaines de ces petites bulles que vous voyez là. Ah, excusez-moi. Voilà. Donc, si on prend les difficultés autour de la communication, donc on a à ce titre-là deux choses différentes. Il y a ce qui touche la communication réceptive, donc on parle de la compréhension, les difficultés pour comprendre, et la communication expressive, c'est les difficultés à dire, à s'exprimer. Donc, au niveau de la communication réceptive, il y a souvent un problème de compréhension orale. On va voir tout à l'heure qu'il y a aussi des difficultés au niveau de l'intégration des stimulations sensorielles. Donc, certaines fois, le fait de parler et de donner que les consignes à l'oral, ça demande à la personne et de se concentrer sur ce que l'interlocuteur lui dit et de se concentrer sur le regard que l'interlocuteur pose sur lui et le fait de devoir regarder l'interlocuteur et de se concentrer aussi sur les stimulations qu'il y a dans l'environnement extérieur. Ce qui fait que du coup, de devoir être attentif à toutes ces informations-là pour savoir quelles informations on doit enlever pour être attentif juste à la consigne orale, ça nécessite un effort cognitif qui est extrêmement important, ce qui fait que souvent, l'information qui vient de la consigne orale, elle se perd parmi tout un tas de choses qu'il est obligé de traiter, que la personne est obligée de traiter. Et ce qui fait qu'en général, on préfère quand même avoir accès à des consignes écrites, ce qui évite le fait de perdre des informations dans ces fameuses consignes orales. Les consignes complexes aussi, celles qui souvent sont à plusieurs étapes, sont difficiles à retenir puisqu'il y a plusieurs informations à retenir. Et il y a vraiment une difficulté à avoir une attention maintenue qui leur permette de retenir toutes les informations. La compréhension littérale des expressions imagées, c'est vraiment cette difficulté à pouvoir se représenter des choses qui n'existent pas, des choses qui ne sont pas connues et des choses qui n'ont pas été expérimentées. Ce sont des personnes qui, depuis tout petit, ont une difficulté à l'accès à l'imaginaire. Ce qui fait que du coup, se représenter quelque chose par l'imagination, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Donc, il pleut des cordes, ça leur fait croire qu'il pleut vraiment des cordes. Et du coup, il peut y avoir beaucoup de quiproquos et d'incompréhension. Ce qui découle aussi de la dernière phrase, qui est la difficulté d'accès au second degré. Si je n'ai pas un imaginaire assez construit pour pouvoir m'imaginer des choses qui n'existent pas, eh ben, je ne comprends pas non plus, parce que j'ai une compréhension trop littérale des choses, ben, je ne comprends pas le second degré, donc je ne comprends pas le ton ironique, je ne comprends pas les blagues, et j'ai l'impression qu'on se moque toujours de moi, parce que je n'ai pas saisi que là, c'était de l'ironie et que c'était pour me taquiner qu'on a fait une blague, par exemple. Et puis, au niveau de la compréhension expressive, il y a souvent une absence de communication non verbale. Vous avez vu, on ne le voit pas bien, mais j'utilise beaucoup mes mains pour parler et on ne se rend pas compte, mais nous-mêmes, en tout cas les personnes qui n'ont pas de trouble du spectre de l'autisme se posent beaucoup aussi sur les aspects non verbaux de la communication chez l'autre pour comprendre plein de choses. Et la personne qui a un trouble de l'autisme, qui a un trouble du spectre de l'autisme, ne va pas saisir ces informations-là, donc va perdre certaines des informations qu'il faut comprendre et qui nous permettent notamment d'interpréter quand c'est ironique, quand c'est une blague, voilà, ou notamment les aspects émotionnels dans la communication.
Il y a aussi, je vais aller un peu plus vite, le fait qu'il y ait un ton de voix monocorde, un phrasé trop rapide. C'est vraiment des particularités au niveau de ce qu'on appelle la prosodie, donc une voix assez particulière qui va être assez caractéristique chez les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Et puis, il y a aussi cette histoire de difficulté de regard, de difficulté de regarder l'autre. Ces réactions émotionnelles qui sont certaines fois peu adaptées par rapport au contexte et les difficultés qu'ils ont à comprendre les codes sociaux. Ça, si on faisait un petit focus sur les émotions, les personnes qui n'ont pas de trouble du spectre de l'autisme vont assez instinctivement savoir regarder les bons indices sur le visage pour pouvoir reconnaître une émotion. Ici, la joie, on va regarder les yeux et la bouche. Donc, on va toujours faire ce focus sur ce triangle-là sur le visage pour pouvoir reconnaître les émotions. Pour cette image-là, par exemple, on va regarder les sourcils qui se froncent, l'écarquillement des yeux. On va peut-être même regarder le fait que le nez, les narines sont dilatées pour pouvoir reconnaître la peur. Là où les personnes TSA vont davantage regarder la bouche et puis vont aller ailleurs sur les boucles d'oreilles, la longueur des cheveux, d'autres indices qui du coup ne vont pas du tout se poser sur le visage entier pour pouvoir connaître correctement l'émotion sur le visage. Ce qui fait que là, je vous ai montré deux parties du visage qui vont être potentiellement regardées par des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme pour pouvoir reconnaître l'émotion. C'est beaucoup plus difficile de reconnaître une émotion correctement quand on regarde des parties qui ne sont pas les parties les plus pertinentes pour pouvoir saisir correctement. Ici, c'est un autre exemple de, en jaune, vous avez le balayage visuel d'une personne qui n'a pas de trouble du spectre de l'autisme pour repérer ce qui se passe entre les trois personnages de cette scène-là, au niveau des regards, des intentions, donc des émotions, des attributions, voilà, de la relation qui se passe entre ces trois personnages-là. Et puis en rouge, vous avez le balayage visuel d'une personne avec un trouble du spectre de l'autisme, où là, il a concrètement regardé la bouche qui doit bouger, parce que peut-être que la personne parle, et puis les mains, et puis là, voilà, le collier de la dame qui doit briller, les boucles d'oreilles. Donc on voit bien que le balayage n'est pas du tout opérant pour pouvoir comprendre ce qui se passe entre les personnages sur cette scène. Et puis aussi, pour la difficulté des compréhensions sociales, on va parler de la théorie de l'esprit et du défaut de théorie de l'esprit que les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme vont avoir. La théorie de l'esprit, c'est la capacité à comprendre que les états mentaux des autres peuvent être différents des nôtres. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que moi, je connais de la situation, je ne vais pas forcément réagir de la même façon. C'est un peu ce qu'on appelle certaines fois de l'empathie ou la capacité à se décaler par rapport à l'autre et du coup de pouvoir s'ajuster sur le plan émotionnel et sur le plan relationnel. Donc elle sert à prédire les comportements des autres. Pour faire une illustration de ce que c'est que la théorie de l'esprit, on utilise souvent ce test de Sally et Anne où il s'agit de Sally qui va mettre une balle dans un panier, qui s'en va. Et puis, pendant que Sally est partie, Anne va changer la place de balle, elle va enlever la balle du panier et la mettre dans une boîte. Elle s'en va, puis Sally revient. La question qu'on va poser à la personne, c'est où Sally ira-t-elle chercher sa balle? Une personne qui n'a pas de trouble du spectre de l'autisme et qui n'a pas de défaut de théorie de l'esprit dira que la balle est dans le panier, puisqu'elle prendra en considération le fait que Sally ne sait pas que la balle a changé de position. Une personne qui a un défaut de théorie de l'esprit, qu'on retrouve du coup chez les personnes qui portent un trouble du spectre de l'autisme, dira que la balle est dans la boîte, puisqu'elle n'arrivera pas à inférer une autre connaissance, une autre forme de savoir chez Sally, puisqu'il ne prendra pas en compte qu'elle est partie et que du coup, elle ne sait pas que la balle a été changée de place. Qu'est-ce que ça a comme conséquence au quotidien? Eh bien, ça fait que les personnes, au niveau des émotions, ont des difficultés à nuancer leurs réactions émotionnelles, des difficultés à lire les messages sociaux, une interprétation qui est trop littérale et qui, du coup, ne leur permet pas de bien comprendre ce qui se passe souvent dans les relations aux autres. Ils sont souvent trop honnêtes, ils disent trop facilement les choses. Et puis, ils ont des difficultés à gérer les conflits puisqu'ils ne savent pas se décaler. Ils sont vraiment en difficulté pour pouvoir se décaler et s'ajuster par rapport à l'autre. Et puis, au niveau des intérêts restreints et des comportements stéréotypés, on a d'autres signes cliniques qui apparaissent. Et donc, si on fait un petit focus également, on va parler un peu des stéréotypies motrices verbales, des manipulations détournées d'objets, des centres d'intérêt restreints. Alors, les centres d'intérêt restreints, c'est cette façon un peu passionnante qu'ils ont sur un sujet en particulier. Et ce sujet-là, ils le connaissent par cœur et sur le bout des doigts. Et ils ont bien des difficultés à se décaler de ce sujet-là parce que
c'est le seul sujet de conversation qu'ils peuvent avoir et ils n'ont d'intérêt que de parler de ce sujet-là. Et ce n'est pas forcément d'ailleurs dans un intérêt de pouvoir transmettre quelque chose à l'autre, c'est parce qu'ils aiment en parler. Et c'est vraiment, ça prend toute la place et ça s'inscrit dans le temps et ça reste présent. Les stéréotypies motrices, verbales et les manipulations un peu détournées, c'est une façon assez atypique, répétitive de mobiliser leur corps et qui sont aussi caractéristiques de l'autisme. On a aussi ce besoin excessif de répétitivité et de constance et la réaction excessive au changement. Ça, on va parler de certaines difficultés, enfin, voilà, d'autres troubles qu'ils ont pour un peu expliquer ce besoin de répétition, ce besoin que les choses ne changent pas, ce besoin de routine. Donc, on va parler un peu de la difficulté qu'ils ont autour de la cohérence centrale. La cohérence centrale, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à intégrer globalement une information pour y mettre du sens en prenant en compte le contexte. C'est le fait que je sais généraliser une compétence parce que je prends en compte le contexte. C'est aussi en lien avec le fait qu'ils sont très sensibles aux détails, ils sont experts du détail, mais ils n'arrivent pas à se représenter globalement les choses. Je sais que je suis au bureau au CRA parce que je vois la pièce comme elle est. Une personne avec un trouble du spectre de l'autisme reconnaîtra son bureau parce qu'elle fera attention à l'endroit où est, le pendule, là où il y a la plante verte, là où il y a son pot à crayon, là où il y a sa souris. Si jamais on change de place un de ces objets, on va perdre, il ne va pas forcément pouvoir se retrouver. Donc, on parle d'une tendance, voilà, d'une vision du monde très fragmentée. Et ça va avoir des conséquences assez importantes. Cette forme d'expertise du détail, on le retrouve un peu dans cet exemple-là, où une personne qui voit les choses dans la globalité et avec, comme une personne atypique, va considérer que le rond noir entouré de petits ronds sera un rond plus gros que le rond noir entouré des gros ronds. Ça, c'est une vision d'optique. La personne qui a une vision en détail va pouvoir repérer qu'en fait, les deux ronds sont exactement de la même taille parce qu'elle ne prendra pas en compte le contexte, donc elle ne prendra pas en compte les ronds qui sont autour de ce petit rond noir. Cette difficulté du coup de mise en contexte et de mise en sens dans la globalité, ça a aussi une importance sur la communication et la compréhension justement de la communication non verbale. Ces deux gestes-là qui sont l'ouverture de la paume de main face à nous, dans ces deux images-là ne vont pas du tout avoir la même signification, puisque je prends en compte le contexte. Ici, on a une personne, un policier qui met sa main, un policier qui met sa main comme ça face à vous ne veut pas dire la même chose que la main levée pour prendre la parole. Au contraire, une personne qui ne sait pas prendre en compte le contexte ne va pas savoir toujours bien comprendre l'information qu'on transmet, par exemple sur le plan non verbal avec cet exemple-là de main levée. Et puis là, on va faire un petit exemple un petit focus sur ce qu'on appelle les fonctions exécutives, et il va y avoir aussi une incidence sur ces fonctions exécutives. Dans les fonctions exécutives, c'est la capacité nécessaire pour une personne à s'adapter à des situations nouvelles, donc non routinières. Et là, on va parler de la planification d'action, l'inhibition, la flexibilité mentale et l'attention. La planification des actions, c'est le fait de savoir séquencer une action en différentes petites tâches. L'inhibition, c'est le fait de savoir arrêter un comportement parce qu'on est face à une situation qui n'est pas celle de d'habitude et du coup, il faut arrêter un comportement automatique pour pouvoir présenter un autre comportement. La flexibilité mentale, ça revient un peu à ce mécanisme cognitif de trouver une autre solution à un comportement, à une situation inconnue. Et l'attention, c'est le besoin d'être attentif pour pouvoir du coup créer la séquence de tous ces comportements-là. Une personne avec un trouble du spectre de l'autisme peut avoir des difficultés dans chacune de ces différentes fonctions exécutives. Ce que ça va avoir comme conséquence, c'est que ça va créer une forme de rigidité importante et un besoin vraiment important de répétition, de constance. On parle d'un défaut d'immuabilité. Ils sont vraiment, quand bien même ils sont extrêmement intelligents, ils sont vraiment en difficulté quand ils se retrouvent dans une situation inattendue, qui n'est pas prévue, qui n'est pas anticipée. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont dans des quotidiens extrêmement routiniers et que ça les sécurise et ça les rassure. Voilà, même s'il y a en effet
niveau d'intelligence exceptionnel, ça n'empêche que voilà, ce besoin de répétition, ce besoin de constance est extrêmement important et extrêmement important à maintenir aussi pour eux dans leur quotidien. Et puis là, on va parler du dernier point, c'est l'aspect assez sensoriel. On va, voilà, le Meltzer, qui est un autre psychiatre, parlait d'un bombardement de sensations, c'est-à-dire qu'ils sont, ce que je disais un peu tout à l'heure, bombardés de sensations, voilà, de sensations de tout genre, sur le plan olfactif, sensoriel, les bruits, la lumière, le son. Ils vont être en difficulté pour filtrer toutes ces informations, pour se rendre complètement disponibles à ce qui se passe, à la tâche qu'ils doivent faire. Il y a aussi le fait qu'une sensation peut primer sur les autres, c'est-à-dire que si la lumière est trop forte, ils ne pourront pas être attentifs à autre chose, ils ne pourront pas traiter autre chose que voilà, cette difficulté avec la lumière, par exemple. Du coup, on va parler de profils hypersensibles ou hyposensibles. Et quand on est hypersensible, c'est qu'on est très sensible à une sensation, ou hyposensible, c'est qu'on est peu sensible à une sensation. Donc, quand on est hypersensible, on a besoin de se retirer d'une sensation qui est trop forte. Et quand on est hyposensible, on a besoin de se stimuler pour retrouver une sensation qui nous permet un apaisement. Donc, souvent, ces personnes-là ont besoin d'avoir, voilà, enfin, ils peuvent présenter des irritabilités sensorielles, des difficultés à ressentir ou localiser la douleur. Et ils ont besoin d'aménager sensoriellement l'espace. C'est très important pour eux parce que si c'est bien aménagé, ils ont une meilleure disponibilité pour ce qu'ils ont à faire. Et ils ont aussi besoin d'anticiper les besoins. C'est-à-dire que quand ils ont besoin d'aller rechercher une sensation, il leur faut aussi trouver des moments où des fois ils se mettent un peu à l'écart pour venir justement aller rechercher les sensations dont ils ont besoin pour pouvoir être disponibles à nouveau à leur tâche. Voilà, là je vais vous parler assez rapidement du parcours du projet professionnel. Donc on a essayé de faire un peu une ligne continue pour expliquer à quoi pouvait ressembler sur le plan institutionnel, on va dire, du parcours de ces personnes-là. Et donc on est parti avant même le moment où il faut trouver du travail, voilà, la formation, donc en faisant un peu une différence entre ce qui se passe dans le milieu ordinaire et ce qui se passe dans le milieu protégé. Donc, dans le milieu ordinaire, il y a le parcours scolaire avec les dispositifs ULIS qui sont des classes du coup qui permettent aux enfants, donc des ULIS notamment, des ULIS TSA qui permettent à ces enfants de pouvoir accéder à des apprentissages qui sont ajustés et adaptés. Et puis dans le milieu protégé, donc des structures médico-sociales comme les IME, EME ou IEM et IM-Pro, avec la différence que l'IM-Pro, ça a l'objectif de travailler les compétences pré-professionnelles. Et puis on a mis dans la flèche le CESAD qui est la prise en charge médico-sociale qui peut intervenir, qui dépend comme l'IME d'une notification EDPH et qui peut intervenir dans les lieux de l'enfant, dans les lieux de vie de l'enfant, pardon, et donc notamment à l'école, ce qui est tout l'intérêt du coup de l'accompagnement pluriprofessionnel. Et puis après, il y a aussi l'université et les écoles supérieures, une fois qu'ils ont pu avoir le bac. Et avec notamment, en tout cas en Picardie, le dispositif ASPI Friendly au niveau de l'université de Picardie-Jules Verne, qui est un dispositif assez récent et qui du coup peut prendre en charge des étudiants qui ont un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Et puis pour l'accompagnement à l'orientation professionnelle, il y a ce qu'on appelle les CIO dans le milieu ordinaire. Et puis on a notre collègue assistante sociale qui devait venir aujourd'hui pour présenter ce diapo-là, nous a parlé du centre pour l'orientation du handicap qui est à Lille. Donc, je n'arriverai pas à développer plus. Donc, si une des personnes inscrites, oui. je pense que notre collègue de Lille pourra faire une intervention dessus. Le CLRP qui va intervenir cet après-midi, justement. Super. Voilà. Et donc, du coup, une fois qu'il y a la possibilité en tout cas qu'on arrive à cette démarche d'aller chercher, de trouver du travail, sur le milieu ordinaire, on a donc la mission locale et le pôle emploi. Et puis, le milieu protégé, il y a le CAP emploi. Et donc, on a inscrit ici le dispositif emploi accompagné qui est du coup dans l'Aisne nouvellement ouvert. Et puis, quand on arrive dans la démarche où il faut trouver du travail, on peut faire auprès de la DPH la demande de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé.
Et voilà, une fois qu'on trouve un travail, on peut en effet trouver un travail soit dans la fonction publique, soit dans le domaine privé, au niveau du milieu ordinaire. Et puis, dans le milieu protégé, soit en ESAT ou en atelier protégé. Il y a les ESAT aussi qui sont hors mur. Et puis, cette autre dimension d'accompagnement qui aussi peut se retrouver être un peu dans les différents espaces avec le SAVS et le SAMSA qui peuvent intervenir aussi dans les différents lieux de vie de la personne. Et on a ajouté également le fait que les financeurs se différencient en fonction de l'endroit où la personne a trouvé du travail, donc en fonction de la fonction publique ou de l'entreprise privée, qui permettent notamment de pouvoir créer ces aménagements avec les entreprises pour que la personne puisse avoir un lieu de travail et des missions qui soient complètement ajustées par rapport à ses compétences, certes, mais aussi par rapport à ses particularités au niveau du trouble du spectre de l'autisme. Voilà, je vais laisser la parole à mon collègue pour vous parler de l'insertion professionnelle un peu plus dans le détail. Merci Madame Carpentier. Nous laissons la parole à Monsieur Klepp, qui est chargé d'insertion professionnelle au CRA de Picardie. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous et merci pour cette journée avec déjà des informations très intéressantes. Donc, nous allons aborder tout de suite et de manière assez synthétique, hein, puisque le temps malheureusement nous est compté. Donc, mais il y aura des questions et j'aimerais expliquer un petit peu l'articulation donc de cette présentation. Elle va se faire autour de présentations que je peux proposer dans des ESAT, au Cap Emploi, mission locale, pour faire interagir les personnes sur quelques vignettes cliniques. Et donc, je vais évoquer pas mal de situations. Enfin, je vais illustrer beaucoup par des vignettes imagées, mais je vais vous raconter à chaque fois à quoi elles sont liées, soit de la part des personnes autistes, soit de l'employeur lui-même. Alors, ah oui, donc là on en est là. Donc déjà parler un petit peu de la... Attendez, excusez-moi parce qu'il y a peut-être une vignette. Il me manque une vignette, mais c'est pas grave. Ah ben voilà. J'ai retrouvé la vignette. Donc, pour refaire un petit historique, la mission insertion professionnelle est faite en Picardie depuis pratiquement 3 ans, à la suite d'une expérimentation concluante sur la région lilloise et le CRA du Nord-Pas-de-Calais, qui a déjà donc une expérience antérieure et avec laquelle on travaille de pair avec mes homologues lillois, dont Anna Pellereau, Aurélie Le Bervet et voilà, l'ensemble de l'équipe qui s'occupe d'insertion professionnelle. Il s'agit, pourquoi on a proposé finalement un autre CRA de travailler en Picardie? Bon, il s'agissait de rapprocher au plus près des bassins d'emploi et au plus près des structures existantes, que ce soit les missions locales, Cap Emploi, et essayer de travailler en lien avec ces structures, puisque mon temps est réparti sur un temps de 30%. Alors donc la mission, elle s'organise bien sûr en interaction et en articulation, on va dire, avec le CRA du Nord-Pas-de-Calais, mais elle se décline aussi au niveau national avec le groupe national des CRA, dans lesquels on peut parler des leviers et des freins locaux. On peut également proposer des questionnaires ou, par exemple, la montée en puissance pour le KitCom, qui est un mode de présentation sur l'autisme. Commençons un petit peu à rentrer dans déjà ce qui peut poser problème pour les personnes autistes. J'ai eu un adulte, hein, Jérémy, qui était quelqu'un qui était assez performant d'après ses parents et visiblement dans son action sur le plan informatique. Et donc, il avait vu une annonce voilà, d'informaticien, on demandait des compétences importantes. Pour travailler sur peut-être, s'il y a des informaticiens, ils connaîtront bien sûr le Celeron, qui était un module pour accélérer un petit peu les interfaces de nos ordinateurs. Mais voilà, c'était l'annonce. Jérémy s'est présenté, et en fait, il a été assez démuni, m'a-t-il dit, puisque en fait, lui, ce qui l'intéressait, c'est de travailler sur le Celeron, uniquement sur le Celeron, parce que c'était son domaine de compétence, et il n'a pas compris
quel type d'emploi on aurait pu lui demander. Donc, c'est vrai qu'au vu de la proposition faite, on aurait peut-être aimé avoir une présentation plus concise, une présentation plus claire, des compétences qui auraient été plus évidentes, comme par exemple programmeur, avec une expérience en architecture d'interface ordinateur, créer une architecture qui demande forcément un autre savoir-faire en matière d'ordinateur. On aurait pu exactement demander quelles expériences auraient été souhaitées pour cet emploi, et demander quel diplôme on attendait, puisque en informatique, il y a des niveaux différents. Donc voilà, ce sont des choses en tout cas un peu anciennes, mais on peut souhaiter aussi que dans les annonces, les choses soient un peu plus explicites afin que les personnes autistes se préparent mieux et se présentent avec des outils supplémentaires de réflexion. Or, évidemment, suit après une annonce recrutement un entretien classique d'embauche, et évidemment, là, la vignette peut illustrer le quiproquo qu'a décrit ma collègue précédemment, de qu'est-ce qui vous amène. Et bien sûr, la personne peut cocher tous les moyens qui l'ont amené à cet entretien, et on comprend bien qu'il va y avoir un quiproquo manifeste. Il aurait pu ne rien répondre, il aurait pu prendre du temps pour étudier la question de la personne. Voilà, l'image qui illustre est un peu réductrice. Tous les autistes sont différents, donc tous les autistes ne répondraient pas forcément à cette question la même chose, mais où certains pourraient dire « Eh bien, ce qui m'amène, c'est l'annonce du 3 février 2020 dans le manuel des Échos, alinéa 3, page 5, à côté de la publicité rouge, et dans laquelle vous mettiez que vous vouliez me voir. » Bon, voilà, on pourrait avoir vraiment des réponses assez différentes, mais en tout cas, sur des questions un peu généralistes, on peut avoir des problèmes. Comme les questions, hein, qu'est-ce qui vous intéresse, c'est quoi votre motivation, que voulez-vous faire dans la vie? C'est ce que Jérémy disait, ben, moi c'est Céléron, ben là c'est ce travail. Évidemment, donc la difficulté de répondre déjà à une personne, mais il arrive dans des entreprises industrielles ou administrations qu'il y ait plusieurs personnes autour de la table, et c'est très handicapant pour les personnes autistes de répondre à plusieurs interlocuteurs en même temps. Évidemment, les habitudes de langage que l'on peut avoir en matière d'autisme on parle beaucoup en images, hein, donc par exemple, on vous tient au courant. Je voyais encore un adulte la semaine dernière qui m'a dit ben, j'ai jamais rappelé quand on m'a dit de me tenir au courant. J'ai jamais imaginé qu'au courant, il fallait que je le rappelle. On m'aurait dit de rappeler, on m'aurait donné une date pour rappeler, une deadline, ça aurait été mieux. Donc ça, c'est vraiment des éléments de langage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les effacer, hein. On n'est pas là, mais il faut les expliquer. Hein. Il faut être très attentif, il faut vérifier auprès de la personne autiste si elle n'a pas compris, de vérifier qu'elle ait bien compris le message. Puisque, évidemment, ils savent évidemment répondre oui à la plupart des questions qu'on pose, mais quand on rentre dans le détail, il peut y avoir beaucoup d'achoppements sur le plan du langage. Les questions ouvertes, hein, pour prolonger un petit peu, que pensez-vous de vos qualités professionnelles? Donc là, ça demande une évaluation interne un peu de ses capacités. Alors on sait que nous, personnes non porteurs de TSA, on peut essayer de mettre en valeur certaines compétences au détriment peut-être de certaines qui sont encore à travailler, mais voilà, d'aménager. L'autiste va y aller directement. Il va vraiment expliquer qu'il sait faire que ça, et que ça, et que ça, et qu'il ne s'intéresse pas au reste, et qu'il est très mauvais dans le reste. Donc, c'est un achoppement assez important. Donc, il vaut mieux, quelque part, demander les qualifications et savoir quelles tâches étaient assurées précédemment dans un poste ou à la maison, savoir quel logiciel il aurait travaillé, ou s'il était parti intéressé par les chaudières, par la robinetterie, demander mais est-ce que vous avez déjà utilisé, réparé votre chaudière, est-ce que vous savez les process, voilà. Donc hein, vraiment c'est s'intéresser sur comment articule la personne autiste son intérêt pour le poste. Alors, j'ai pu quand même sur quelques entreprises, qu'elles soient industrielles ou
familiale plus petite ou même dans une start-up, imaginez une articulation un peu différente. C'est-à-dire que j'avais demandé aux employeurs s'il était possible de faire un essai préalable avant l'entretien d'embauche, afin de voir si la personne, si on pouvait mettre en corrélation l'aptitude annoncée et le travail réalisé. Et donc, savoir si à l'issue, on pouvait même acter que la personne pouvait prendre cet emploi. Donc, alors, ça n'a pas toujours été le fait, hein, mais en tout cas, dans les 3 situations où j'ai pu le faire, ça a donné vraiment une réflexion très intéressante, en fait, hein, puisque là, les autistes on les mettait sur, par exemple, une ligne de montage et on a pu voir qu'il n'avait pas de problème pour utiliser la machine, qu'il en comprenait l'utilisation sans même avoir expliqué et qu'il savait couper des gabarits, ce qui a permis aux professionnels qui accompagnent cet atelier de dire à son patron, pour moi, il est opérationnel, il travaille dans un bon rythme, je pense qu'on peut le prendre. Donc, il s'agissait dans un deuxième temps que le patron valide l'emploi et parle plutôt des us et coutumes de l'entreprise, les attentes sociales, le code vestimentaire, les horaires, les congés, les pauses, comment elles s'organisent, et puis les codes un peu d'entreprise. Par exemple, une entreprise, le facteur vient 2 fois par semaine pour livrer du matériel pour une boîte de fibre optique, et toute l'entreprise, tout le monde sort de son bureau pour faire une chaîne pour stocker dans un cellier de l'entreprise. Et donc, il faut expliquer aussi à la personne autiste qu'elle doit rester à son poste, mais quand le facteur vient, elle doit intégrer la chaîne au niveau de son bureau pour passer les boîtes, ainsi de suite. Donc, bon, voilà, je n'ai pas trop de temps. Il y aura peut-être des questions par rapport à cette articulation. Je ne prends pas plus de temps sur cette vignette. C'est le premier jour. Et donc, ce qui peut arriver, c'est que déjà, il y a des consignes qui peuvent être dites et qui soient un petit peu difficiles. Donc, par exemple, de faire une copie de dossier. Tiens, je te donne tous les dossiers à gérer. Donc, voilà tout ce qu'expliquait ma collègue, une demande orale. Voilà, puis on a toute la boîte. Une boîte, qu'est-ce que c'est? C'est un carton, boum, boum, qu'est-ce que je vais faire? Donc, voilà. Par contre, si elle avait dit bah, tu me copies 10 fois et tu le mets à chaque salarié, bon là j'ai un peu exagéré, j'ai rajouté des noms, mais on aurait pu lui envoyer un mail, on aurait pu lui donner un papier. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'opère un petit peu dans les liens que je peux avoir avec les Cap Emploi, d'indiquer que souvent de faire un mail ou une feuille qui rappelle ce qu'on s'est dit à l'issue de l'entretien, des objectifs que chacun se sont donnés, est vraiment utile pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Premier jour de travail, ça peut être aussi une réunion. On intègre une réunion. Alors, c'est anxiogène pour tout le monde, mais nous, on va avoir des moyens de raccrocher. On va regarder les titres, on va écouter les conversations et on va réussir à demander de l'aide. Les autistes, ce n'est pas leur fort de demander de l'aide. Donc, ils vont plutôt, comme disait ma collègue, il va regarder des détails. La personne autiste va s'appuyer sur quelques détails autour de la table, pas forcément pertinents, et donc va être très en difficulté pour intégrer ce genre d'espace ou va parler de quelque chose qui n'est pas en lien forcément avec la discussion de ces personnes salariées. Donc ça peut être vraiment très anxiogène. Les pauses, et oui, évidemment, quand il y a un nouveau salarié, on aime bien l'accueillir dans une entreprise, et bien voilà, malheureusement, ce n'est pas l'endroit qui est le plus privilégié, même si beaucoup d'autistes aimeraient. Par exemple, Jérôme m'a expliqué qu'il avait visualisé les consommations de ses collègues dans l'idée, le lendemain, de leur faire plaisir et de préparer les consommations. Et dès qu'ils arrivent, il y aurait une table avec les consommations des personnes. Et bien sûr, le lendemain, non seulement il n'y avait pas tous ses collègues, il y en avait d'autres. Et en plus, il y a des collègues qui changeaient. Et donc, il a été extrêmement déprimé, puisqu'en plus, c'est un peu rigolé, hein, on s'est un peu moqué de lui. Mais lui, ça faisait des années, hein, depuis l'enfance, qu'on se moquait de lui. Donc, évidemment, là, il n'a plus été jamais à la pause café. Donc, on voit que vraiment, leurs efforts sont parfois mal compris et c'est très embêtant. Jean-François, lui, il travaille dans un bureau où il y a plein de personnes. C'est un open space.
et ça le rince littéralement. Et heureusement qu'avec le confinement, il est en télétravail parce qu'il travaille mieux en télétravail, mais il ne supporte pas la voix de son collègue qui parle fort, il ne supporte pas les irruptions derrière lui, les gens qui passent, les gens qui téléphonent. On imagine bien déjà quand deux personnes téléphonent dans un bureau restreint, comment c'est compliqué, il faut se mettre d'accord, mais lui ne peut pas. Et donc, quand il n'en peut plus, hein, quand au niveau sensoriel, il est complètement chargé, ben, il s'isole aux toilettes et ça peut durer un certain temps. Il peut crier dans les toilettes, il peut frapper les murs pour décharger la tension. Donc, il ne faut pas ignorer, alors qu'il a un niveau dans une université. Vincent est quelqu'un de très carré. Quand on lui explique, et on avait expliqué à l'employeur qu'il faut expliquer sa journée, il faut l'organiser, parce qu'il aime bien planifier. Lui, vraiment, quand on planifie, et donc il est dans le milieu industriel, il faut charger des camions. Et donc, les camions, c'est 9 heures. Généralement 8h, 12h, 13h, 17h. Mais voilà, il y a un jour, il y a un camion qui vient de Pologne, il arrive à 12h30. Et donc le patron dit, Vincent, tu peux charger le camion, là, il a eu du retard. Voilà. Mais il n'avait pas eu de mail, il n'était pas au courant, lui il était en train de manger, il a dit, il va attendre, je mange, c'est ma pause. Donc voilà, donc l'employeur a dû vraiment reprendre. Et puis, bon, finalement, c'est le patron qui a chargé le camion, quoi. Donc voilà, donc quand on codifie un petit peu en entreprise, il faut se méfier parce que quand il y a une exception à la règle, il y a des difficultés pour ces problèmes de changement. Donc il faut aussi inclure, quand on explique un canevas d'organisation, il faut expliquer qu'il y aura des exceptions et qu'on puisse les inclure. Régis, il est professeur de français, il est en collège et un jour, il y avait une alerte au feu, ça sentait un peu la fumée, mais comme il n'avait pas reçu la sonnerie sonnée, il pensait que c'était un exercice, mais comme il n'avait pas eu de message du proviseur, il a gardé ses élèves en interrogation alors que tout le monde était dehors, que les pompiers sont arrivés. Et je peux vous imaginer qu'il n'a malheureusement pas pu continuer son activité dans le collège, et il y a eu des gros problèmes. Mais voilà, donc parfois, ils se méprennent sur les élèves se plaignaient. Non, mais il faut qu'on sorte, monsieur. Et lui, non, vous finissez mon interrogation, je n'ai pas reçu, j'entends la sonnerie, mais c'est un exercice, et voilà. Donc vraiment, ils peuvent être extrêmement collés à des consignes et être un peu vraiment terre à terre. Voilà. Elodie, elle est webmaster et elle m'explique qu'elle a plein d'idées dans la tête, mais que le problème, c'est quand elle prend la parole, elle noie les gens. On pourrait même dire qu'elle pollue complètement la réunion tellement elle rentre dans le détail de ce qu'elle fait, des clients, des projets qu'elle a. Donc, elle préfère ne plus parler et écouter et repartir dans son bureau. Et donc, elle s'ennuie terriblement, mais parce qu'elle n'arrive pas à calibrer son intérêt qu'elle a pour son métier. D'ailleurs, par ailleurs, elle ne peut ne pas aller non plus à son travail si sa place dédiée est occupée par une autre voiture, elle repart chez elle. D'ailleurs, et son employeur n'est pas très content d'ailleurs. Lucien, lui, il est vieille France. Hein. Lucien, c'est quelqu'un qui aime bien écrire sur la généalogie de l'autisme. Il s'intéresse beaucoup. Et donc, quand il fait un stage en entreprise, il se trouve dans l'ascenseur avec la directrice et il va pour lui faire la bise. Et bien sûr, bon, la directrice, mais attendez, on ne se connaît pas, puis, bon, je suis votre directrice, ça ne se fait pas. Il était très très mal et il n'a pas osé demander à un collègue, mais comment je dois dire bonjour. Il ne sait pas entre un salarié, un collègue de bureau, la directrice, le chef de service, le cas, il ne sait pas comment bien. Et comme il dit, mais c'est drôle parce que j'ai le diplôme qui me permet de travailler, mais je n'ai pas le kit des us et coutumes, des liens qu'on a avec la hiérarchie ou avec ses collègues, des choses qu'on peut dire, qu'on ne peut pas dire. Il dit, si un bouquin comme ça existait, je l'achèterais. Et ce n'est pas le seul à l'avoir dit. Jérôme, qui travaille, qui est architecte, informaticien, il me dit pareil, j'ai les diplômes. Mais si on m'avait donné un kit de survie pour comprendre comment les autres réagissaient, pour savoir pourquoi ils étaient comme ça, mais ça m'aurait beaucoup aidé.
Donc quand même, il y a des forces, hein, malgré tout ce qu'on a décrit, ma collègue et moi, hein, tout ce qu'on a dit avant, il faut quand même leur reconnaître des grandes forces. Hein. La mémoire qui est quand même extrêmement importante, mais qui est un peu le talon d'Achille, puisqu'il n'oublie rien. Hein. Donc il faut faire attention aussi à ça. Le traitement, bien sûr, principalement visuel, mais attention, ils sont plutôt dans le détail. Des connaissances qui peuvent être parfois étonnantes ou des process qui peuvent être un peu innovants. Ils ont besoin souvent d'un tuteur dans l'entreprise, de quelqu'un qui leur explique un petit peu les us et coutumes et le travail. Il faut plutôt du concret, plutôt, comme me disait la collègue tout à l'heure, de l'écrit. Ils sont honnêtes, un grand respect des règles, une fiabilité importante, et ils peuvent résoudre des problèmes parfois insondables pour d'autres collègues. On peut les mettre dessus et ils peuvent apporter aussi des résolutions assez innovantes, comme par exemple des lignes informatiques, un autiste qui a pu, depuis son enfance, être passionné par les verrous de sécurité des administrations françaises et qui, à l'âge de 12 ans, les gendarmes étaient venus arrêter son père pensant que c'était lui qui le faisait. Donc, je peux vous dire que lui, aujourd'hui, il travaille dans une entreprise de technologie et il cherche les erreurs d'algorithmes. Donc, il regarde toute la journée des algorithmes et il arrive à trouver les erreurs alors même que les personnes ont plus de mal. Lui, et cette recherche est visuelle. Alors, si on était dans un monde idéal, comment il faudrait qu'on s'y prenne? Donc, il faut le plus favoriser une place ou un poste stable, évidemment, être très vigilant sur la sensorialité. Et souvent, les autistes peuvent expliquer ce qui les gêne sensoriellement, alors que leurs interactions sociales, elles sont internes, elles sont en eux, ils peuvent moins bien les expliquer. Mais en tout cas, les difficultés sensorielles à l'âge adulte, ils peuvent en tout cas les évoquer. Les montées en compétences doivent être très progressives. On peut avoir, par exemple, un Geoffrey, il triait, il vérifiait les câbles de fibre optique pour vérifier qu'il n'y avait pas de lésions sur les câbles. Et donc, comme il travaillait très bien, on l'a mis au téléphone en plus pour échanger avec les autres professionnels qui font le même métier que lui dans toute la France. Et ce que me disait l'employeur, il dit, j'étais très surpris, je passais au moment où il était au téléphone, il n'a rien dit et il a raccroché. Je lui ai dit, c'était qui? Il dit, c'était celui dans les Vosges, monsieur machin, enfin bon, voilà. Et il dit, pourquoi tu as raccroché? Il me demande de résoudre un problème alors que moi je l'ai résolu ici. Pourquoi lui, il n'arrive pas à le résoudre s'il a le même poste que moi? Voilà. Tout est dit, quoi. Voilà. Donc ils l'ont redescendu parce qu'une compétence, et il faut que ça soit l'autiste qui ait envie de monter. Souvent, on veut les faire monter parce qu'on se dit, ah, mais quelle compétence. Mais il faut peut-être quand même leur demander avant et puis devoir faire un essai. Hein, mais ça peut être compliqué. Aménager le temps de travail, c'est vrai que, alors c'est un gros souci, mais quand on voit les difficultés sensorielles, quand on voit les relations sociales, quand on voit le travail à faire, on peut penser que le temps partiel peut être vraiment quelque chose qui aide les autistes à se remettre un petit peu vraiment de leur état émotionnel qu'ils ont du mal à gérer. Quelques données, j'ai vu que la MDPH avait une donnée européenne, donc là je vais être un petit peu en local et je vais mettre un peu un petit peu en perspective deux données qui viennent surtout des instituts de travail, le mot me manque, de travail Manpower, enfin voilà, Randstad, voilà. Et donc en 2010, seulement 3% des personnes autistes étaient employées. Donc vous voyez que si on fait un retour 10 ans en arrière, et plutôt dans des métiers d'organisation, de planification, de rangement, d'archives, voilà. Aujourd'hui, sur une centaine de personnes, on se rend compte qu'il y a un découpage qui est différent. Déjà, 38% des personnes ont un emploi, donc ce qui rejoint un petit peu la donnée européenne. La question se pose du maintien dans l'emploi pour ces personnes-là. Les personnes en recherche d'emploi sont souvent étudiantes. Hein, et donc, on a quelques personnes, on a actuellement sur l'ancienne Picardie, des personnes qui sont en BTS ou en école de revalorisation pour avoir des diplômes qualifiants, voilà, donc qui vont sortir et pour lesquels il va falloir trouver de l'emploi. Et puis 26% quand même qui n'ont pas d'emploi
à cause d'une mauvaise expérience. Et c'est un peu cela qu'il faut aller rechercher, parce que souvent, en tout cas beaucoup d'autistes ont vécu des expériences traumatisantes. Et donc, il faut essayer de renouer un lien avec les personnes chargées de l'emploi, que ce soit le Pôle emploi ou le Cap emploi, et d'essayer de renouer des liens. En tout cas, c'était la mission qui m'a été demandée à l'origine par l'Agence régionale de santé, c'était de faire monter en compétences les lieux qui étaient prévus pour les personnes en situation de handicap. Et ce qu'on essaye de faire de plus en plus. Bon, une expérience, en tout cas, un employeur m'a donné un petit peu une phrase que j'avais joint à un rapport précédent. En tout cas, c'est un des employeurs avec lequel on a pu faire l'exercice d'abord en entreprise, une après-midi sur la chaîne de montage, et après, on fait l'entretien des congés, des pauses et du code vestimentaire, et cette personne est toujours employée. D'ailleurs, et il y a une deuxième personne autiste qui a été embauchée derrière. Et là, je n'ai pas eu besoin d'intervenir, j'ai été informé simplement et ça se passe très bien. Un peu de bibliographie quand même pour finir. Donc, moi, j'aime beaucoup le livre de Jacques Constant qui parle de l'autisme et qui peut évidemment permettre de comprendre et reprendre les choses qui ont été dites précédemment par ma collègue et moi-même, mais plus en détail. Donc, Le voyager en pays autiste. J'insisterai par contre sur pas mal, et je vais faire un peu l'émission des, vous savez, quand on présente des livres, hein, là, donc là, je vais vous présenter de loin le KitCom. Hein, donc voilà, alors c'est un PowerPoint, mais c'est aussi une boîte dans laquelle on peut investiguer et aller en profondeur dans l'autisme. On a aussi le guide Simon, qui est régulièrement réévalué, qui est très bien, et qui a permis de construire d'ailleurs des vignettes imagées grâce à ce guide Simon. Nous avons aussi des supports fournis par les boîtes d'intérim, ça y est, j'ai trouvé le mot, les boîtes d'intérim. Voilà, je vous montre un vivier de, voilà, comme je n'arrive pas à lire tous les talents, de talents à valoriser, merci Fanny, voilà. Nous avons aussi ce livre qui est très intéressant, qui est une aventure un peu individuelle d'une personne autiste au Canada. J'ai lu ce livre, j'ai appris des choses. Et c'est un guide vraiment à l'adresse des personnes autistes. Donc, vraiment très intéressant à étudier. Voilà, là, il y a des documents hein, quand même que l'ARS nous fournit. Je rapproche hein, de la NES, vous voyez, et donc qui aide aussi à réfléchir à l'âge adulte en insertion professionnelle. Donc, ce sont des documents, on va dire, plus officiels, mais qui sont aussi constitutifs du PowerPoint qui a été montré. Voilà, c'est tout pour la revue bibliographique. Je redonne la main à Fleur Sagnier, si elle en est d'accord, pour répondre à des questions. On est prêts, ma collègue et moi, à alterner derrière l'ordinateur. Je vous remercie. Merci Sylvain, merci Fanny pour vos présentations de qualité. Donc oui, il y a différentes, enfin, il y a surtout une question pratique et une question plus sur le sujet. La question pratique, est-ce que votre PowerPoint pourra être diffusé? Oui. Donc, je vous propose de le récupérer et de le retransférer avec d'autres documents présentés cet après-midi dans un mail global à tous les participants et à ceux qui n'ont pas pu participer aussi. Donc, juste pour vous préciser aussi, il y aura un replay disponible hein, notamment sur la chaîne YouTube Handipact Hauts-de-France. De la même façon, hein, le lien sera inscrit dans le mail. Pour répondre à la question qui vient d'être posée, oui, ce sera le même lien Zoom pour cet après-midi.
Et donc, pour revenir sur une question posée par Drina, bonjour. En situation de handicap moi-même, je connais que trop bien ces difficultés. Je suis non-voyante et privilégiée car j'ai la chance de travailler dans le milieu ordinaire et à plein temps. Je suis ce webinaire car je suis une licence emploi et handicap. Ma question se dirige surtout sur les perspectives d'évolution professionnelle une fois en poste. Accession à des postes clés, voire à responsabilité. Parce que souvent, une personne en situation de handicap sont confinées à leur mission. Voilà, donc, est-ce que vous avez des éléments de réponse ou pas, des témoignages, des exemples à apporter à cette question? Enfin, une première réflexion, c'est que chaque histoire est personnelle et individuelle. Évidemment, cette dame a un projet professionnel de monter en compétences. Comme je le disais tout à l'heure, si monter en compétences il y a en matière d'autisme, il faut que ça soit un projet animé par la personne autiste et ne pas penser à sa place cette montée en compétences. Donc cette dame, à mon avis, si elle pense avoir les compétences, je lui dirais, mais allez-y, hein, allez-y, il faut pas se freiner, hein, bien au contraire, parce que c'est aussi une chance hein, d'avoir une personne qui peut avoir un handicap. C'est une chance aussi pour toute l'entreprise. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un handicap de cécité qu'on n'est pas compétent et qu'on ne peut pas faire son travail correctement. Donc c'est vrai que ça, c'est plutôt une question personnelle à poursuivre. Disons qu'on sent bien, et je pense qu'on en a une petite représentation maintenant au niveau du CRA, c'est qu'il doit y avoir en effet une sensibilisation et une information à mener, mais au début et aussi dans le maintien à l'emploi pour la personne qui est en situation de handicap au travail auprès de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on sent que l'entreprise elle a besoin de mieux connaître et mieux se représenter le handicap de la personne pour pouvoir accompagner cette personne dans son projet professionnel. Et après, c'est vrai que les différents dispositifs qui existent, par exemple le DEA ou le Cap Emploi, qui sont ces instances qui peuvent être l'interlocuteur. Et ça, je trouve ça très positif, un interlocuteur un peu tiers qui pourra faire ce travail de communication entre la personne en situation de handicap et l'entreprise pour pouvoir penser le projet professionnel le plus ajusté possible et justement penser les évolutions au niveau de la carrière et de la montée en compétences. Oui, merci pour cette réponse. J'espère que ça répond bien à vos interrogations. Pour compléter aussi l'intervention de Fanny et Sylvain, je vous ai mis dans le chat deux liens qui renvoient vers qu'est-ce que le TSA, aide-mémoire pour les employeurs, et embaucher une personne avec TSA, un plus pour votre entreprise. Donc, vous pouvez d'ores et déjà accéder à ces liens via le chat, ou sinon, je les remettrai dans le compte-rendu de cette journée. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, Sylvain, Fanny, ou bien les intervenants de ce matin? Il nous reste 3 minutes. Nous avons... Déjà, ma collègue Anna Pellereau du Nord m'a annoncé que le chargé de mission insertion professionnelle a été reconduit pour 3 ans. Donc, ça veut dire que le travail initial est fait avec, bien sûr, les Cap Emploi sur l'ancienne Picardie continuera. Et j'espère que les liens seront encore plus nourris dans l'année qui vient. En tout cas, qu'on va monter en compétences. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de nous retrouver à 14 h au même endroit, avec le même lien de connexion. Donc, à 14 h, on aura une table ronde virtuelle avec la présentation du dispositif de l'emploi accompagné porté par l'APEI des Deux-Vallées dans l'Aisne, une présentation par le service public de l'emploi, donc par Pôle emploi et Cap emploi, une présentation des dispositifs relatifs à l'autisme du Centre lillois de réadaptation professionnelle, donc le CLRP, basé à Lille, et enfin un témoignage.
de Monsieur Boucher, qui sera lu par Aude Forsard de la MDPH de l'Aisne. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter un bon appétit et de vous retrouver à 14 h. Voilà, à tout à l'heure.